Bonsoir tout le monde. Ce soir, je dois vous dire des choses tragiques. Je commencerai donc par une citation. Elle est de François Rabelais dans le Quart-Livre, et c'est la nef des voyageurs saisis dans la tempête. Et Panurge exprime sa peur en priant Dieu, en ne faisant rien. Et voilà ce que lui dit frère Jean des Entomeurs. Par Dieu, Panurge le veau, Panurge le pleurard, Panurge le criard, tu feras beaucoup mieux de nous aider. Nous aidons ici que là, pleurant comme une vache, assis sur tes couillons comme un magot. Alors vous serez peut-être surpris par ce début, mais dans les circonstances tragiques, il faut tout droit aller à l'essentiel. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, peut être catalyseur dans le monde, peut être quelque chose qui, avec les atouts que nous avons, peut jouer un rôle fondamental pour la paix du monde. La France, de ce point de vue, se doit à son peuple et se doit au monde, mais à condition que nous le voulions, que vous le vouliez, et que vous aidiez à le faire. Comme Pantagruel. Pantagruel, dans le Quart-Livre, lui, prend le gouvernail sans hésiter, au nom de l'humanité. Il confie son destin à Dieu, mais en intervenant, en prenant le gouvernail, et en y allant, avec l'esprit d'équipage. L'esprit d'équipage qui est l'esprit de fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Nous avons besoin de cette fraternité. Et certains vous disent, oui, c'est dépassé, la fraternité, ça peut être pour le mal. Non, la fraternité est liée à une cause d'amélioration, de rendre le monde meilleur avec les autres. Alors, sur le tragique de la situation, vous devez savoir, bien sûr, qu'il y a la guerre en Europe, mais pas seulement en Europe, il y a la famine dans le monde qui commence à apparaître, à se développer. Et en ce qui concerne la guerre, 4 sur les 5 traités de sécurité validés pendant la guerre froide, eh bien, les participants, essentiellement la Russie et les États-Unis d'Amérique, s'en sont retirés. Le traité sur les ABM, le système antimissile, le traité sur les missiles de portée intermédiaire, très important pour l'Europe, puisque la portée intermédiaire, c'est l'Europe. L'accord ciel ouvert, qui disait qu'on informait l'autre de toutes les opérations aériennes dans des avions désarmés. C'est fini. Le traité sur les forces conventionnelles en Europe. Les Russes ont suspendu leur participation en 2007, les Américains y ont multiplié les accrocs et maintenant les Russes en sont retirés. Donc ne reste que le traité sur les missiles intercontinentaux de longue portée, les IBM, les START, le New START. Il vient à échéance en 2026. Il y a des accros de toutes sortes maintenant avec les sanctions. Les Russes disent qu'ils ne peuvent pas aller faire leur vérification aux États-Unis. Et en contrepartie, évidemment, ils diront que les Américains ne pourront pas venir en Russie. On en est là. On en est là. Et le traité sur les interdictions des armes nucléaires, sous l'égide des Nations Unies, est entré en vigueur le 22 janvier 2021, mais aucune des puissances nucléaires disposant de l'arme nucléaire n'en fait partie. Donc voilà ce qui s'appelle les conséquences d'une économie de guerre, une économie de préparation d'entrée dans la guerre, et une guerre dans l'escalade qui peut nous mener au nucléaire. La dernière escalade, c'est celle du feu vert donné par les États-Unis à la livraison de chasseurs F-16 à l'Ukraine. Les États-Unis n'en ont pas, la France non plus d'ailleurs. Mais ce que disent les États-Unis, c'est qu'on participera à la formation des pilotes, pas pour fournir des F-16 à Kiev, mais sur notre propre contingent. Les États-Unis veulent les garder, ils n'en ont pas assez. Mais ils disent, les autres membres de l'OTAN céderont les leurs en facilitant. Nous leur faciliterons en échange, nous leur donnerons des F-35 plus modernes. Donc on donne des F-16 moins modernes pour que les Ukrainiens résistent en risquant d'avoir de plus en plus de morts, de blessés, de victimes civiles, parce qu'il y a toujours des victimes civiles dans une guerre, hélas. Et en même temps, la France, elle, dira, nous n'avons pas de F-16, mais
on assurera la formation initiale des pilotes. Après, on le passera à l'autre. Donc, hypocrisie de Biden. Que les autres le fassent, que les 300 F-16 dont disposent certains pays en Europe, comme la Belgique, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, ils les donnent à l'Ukraine. On leur donnera les F-35. Mais il apparaîtra que ceux qui donnent à l'Ukraine sont ces pays-là. Pas directement les États-Unis, pas directement la France. Donc vous voyez cette parfaite hypocrisie. Ce qu'a dit l'ambassadeur russe aux États-Unis, Antonov, il a dit « Mais l'Ukraine n'a pas d'infrastructure pour les F-16. Et les pilotes, c'est au moins plus d'un an pour les entraîner. Alors que faire? Ça veut dire que ces avions pourraient démarrer d'ailleurs que l'Ukraine. Et avec des pilotes qui seraient soit directement des pilotes de l'OTAN, des pays de l'OTAN, soit plus probablement des mercenaires de l'OTAN. Donc, la ligne rouge est franchie à partir de là. Alors certes, le directeur du Conseil national de sécurité, Jack Sullivan, l'a dit, Biden l'a dit, ces F-16 n'iront pas frapper la Russie. Ils doivent rester à l'intérieur des frontières ukrainiennes. Mais évidemment, on ne sait jamais. Alors, ce qui est le plus grave, c'est qu'au départ, Biden disait on ne fournira pas ces F-16. Mais le 14 avril encore, Lloyd Austin, qui accueillait le Premier ministre ukrainien, a dit d'accord pour vous fournir des F-16, mais seulement après la guerre. Or, de façon absolument incroyable, et j'en reparlerai, des chefs militaires ont dit on est d'un avis contraire à celui de notre président, contraire à Biden. Ils l'ont dit ouvertement. Le 17 février, réunion secrète à Munich, le général Christopher Cavoli, qui est commandant suprême des forces de l'OTAN, se disait favorable à la livraison de F-16, contrairement au président des États-Unis, son supérieur. De même, le 6 mars, à Aurora, dans le Colorado, James Hacker, commandant de l'aviation américaine en Europe, sont déclarés partisans. Alors, même le canard enchaîné, Claude Angeli, qui est quelqu'un de compétent dans le canard enchaîné, Claude Angeli le dit, nous l'avons dit il y a longtemps, mais maintenant, ça y est, c'est sur la table. Et il est clair, Renaud Girard dit aussi dans le Figaro, après que son armée ukrainienne, qui avait été bien entraînée par les Américains, les Britanniques et les Canadiens depuis 2015, depuis Maïdan, cette armée ukrainienne a pu tenir grâce au corps expéditionnaire russe, car au départ, ce n'était pas l'armée russe, c'était un corps expéditionnaire. Voilà, c'est l'aveu. Hollande, Merkel ont passé les accords de Minsk pour avoir le temps d'armer l'Ukraine. Hélas, c'est fait, c'est avoué, c'est dit. Donc on ne peut pas dire que Poutine a rentré ce qu'il appelle son opération spéciale par agression voulue, unilatérale, sans raison. Non, il y a eu provocation. Elle a été provoquée. Et on dit qu'à l'entretien entre Poutine et le 4 février donc, 2022, avant l'entrée des troupes russes en Ukraine, il y a eu l'entretien entre Xi Jinping et Poutine. Et les Chinois sont grands défenseurs du traité de Westphalie. Xi Jinping l'a présenté plusieurs fois, selon laquelle on ne déclenche pas d'opération militaire contre un autre pays, on ne viole pas les règlements des Nations Unies. Mais compte tenu que les intérêts fondamentaux de la Russie étaient menacés, et c'est clair, toutes les promesses faites par les Occidentaux à partir de la chute du mur n'ont pas été tenues. Et on a étendu jusqu'aux frontières russes des sites de lancement de missiles. Là, on disait que c'est contre l'Iran au départ, bien sûr que c'était contre la Russie, des missiles antimissiles. Mais très facilement, ces rampes peuvent être transformées en missiles offensifs. Donc voilà que des promesses des pays occidentaux n'étaient pas tenues. On a demandé parfois à Gorbatchev ou à d'autres, mais pourquoi vous n'avez pas exigé que ce soit par écrit? Et les Russes ont répondu, parce qu'on avait confiance en vous occidentaux. Donc il y a eu bel et bien une provocation. Elle est là. Et aujourd'hui, on dit, les Ukrainiens ne frapperont pas la Russie. Mais il y a ambiguïté. Est-ce que la Crimée fait partie ou non de la Russie? Pour les Russes, oui. Pour les Ukrainiens, non. Donc un drame peut se déclencher à n'importe quel moment. De plus, il y a eu pour la première fois des opérations importantes de terrorisme sur le territoire russe. Une brève prise de contrôle de plusieurs bâtiments dans des villes qui sont en Russie.
près de la frontière, qui ne sont pas des grandes villes, mais Kozinka, par exemple, a été occupée pendant plusieurs heures, Gora Podol, Glotovo. Donc ces villes-là ont été occupées par qui? Par des assaillants. Alors on dit, mais c'est des Russes mécontents. Mais ces Russes mécontents venaient d'Ukraine et ils étaient équipés de blindés. Une partie des assaillants c'était, on dit, plusieurs dizaines d'hommes, ainsi que des blindés. Donc les blindés ne tombent pas du ciel, hein, pour rentrer en Russie. Donc voilà ce qui s'est passé. Deux groupes distincts donc de Russes qui étaient armés, préparés par les Ukrainiens. L'un, le premier, est lié à un ancien député, Ponomarev, russe, qui était dès le départ contre l'annexion de l'Ukraine par la Russie. Mais le second, le RDK, est plus spécifique, c'est dirigé par Denis Nikitin, de son vrai nom Kapustin, qui est une figure hooligan russe et des mouvances néo-nazis en Russie et en Allemagne. Donc voilà, hein, c'est clair. Et c'est clair qu'il y a provocation. Donc, de plus, la vérité commence à ressortir de sources même françaises, de gens qui connaissent l'Ukraine. L'armée ukrainienne a déjà beaucoup de mercenaires étrangers, des pays baltes, de Pologne, et des conseillers de l'OTAN très actifs sur le terrain. Et de plus, une partie de la population fuit vers l'étranger. Les jeunes ne veulent pas aller à la guerre. Soit ils s'inscrivent à l'université pour éviter d'aller à la guerre, ce qui est encore le cas en Ukraine, on ne prend pas les gens qui sont en université dans leurs études, soit ils fuient à l'étranger. Et il y a des Ukrainiens en général qui fuient à l'étranger. Le premier pays où ils sont, évidemment beaucoup viennent du Donbass, c'est la Russie. 2 852 000 en Russie. En Pologne, 1 563 000. Dans les autres pays européens, 1 392 000. La plupart sont en Russie. En Russie. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent là quelque chose qui est éloigné de la guerre. Et les Russes eux-mêmes, là, en Pologne, c'est la fine fleur de l'Ukraine, les jeunes qui ne veulent pas aller au massacre. Mais les Russes aussi fuient, mais là, ce n'est pas la fine fleur de Russie. Hein. Il y a entre 100 000 et 500 000 Russes à Dubaï, mais c'est les conseillers financiers, les spéculateurs, les gens qui ont de l'argent, qui sont allés à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Et comme les Émirats arabes unis n'ont pas voté les sanctions contre la Russie, ils peuvent venir opérer, faire leur commerce. Donc on en est là. C'est ça qui fait le tragique de la situation. Heureusement, il y a des réunions de toutes sortes qui se tiennent pour aller vers l'alternative, qui est une dédollarisation, qui est une multipolarité, pour l'instant. Une réunion Chine-Asie centrale, qui s'est tenue. Une réunion du groupe islamique, du Forum islamique mondial et la Russie, à Kazan, en Russie. La Ligue arabe, qui a réadmis Bachar el-Assad, le Syrien. L'initiative de paix africaine, 6 pays africains dont l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui a été insultée auparavant par l'ambassadeur américain. Donc, vous avez tout un changement du monde allant dans cela. Et même nous, on a vu Total Energy avec Abu Dhabi National Company, avec la compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi, passer un accord en yuan. Donc le yuan, ça concerne même des sociétés françaises. C'était 1,2 milliard. Hein. Donc voilà. Alors, dans cette situation, ce qu'on voit, les gens disent les États-Unis, c'est le Royaume-Uni. Non, c'est une oligarchie financière mondiale qui occupe et contrôle les pays occidentaux, comme il occupe et contrôle la France, mais plus directement les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ces gens-là, c'est intéressant, parce que Kennedy les avait dénoncés. Il faut revenir à ce point d'histoire qui réapparaît aujourd'hui. John Fitzgerald Kennedy les avait dénoncés. Et il y a son discours du 10 juin 1963, où, à l'American University, où il veut mettre fin à la guerre froide, pour mettre fin à la guerre froide. Et il dit, certes nous sommes opposés, certes je déteste le communisme, mais nous voulons être tous en bonne santé, nous voulons tous la paix, et nous sommes tous mortels.
Donc il faut faire quelque chose ensemble, même si c'est la coïncidence des opposés, pour créer un monde où nous pouvons vivre tous. Alors c'est intéressant parce qu'il faut se pencher sur ce qu'a dit Charles de Gaulle, retour des funérailles de Kennedy à Washington. De Gaulle est de retour à l'Élysée le 27 novembre 1963. Et il se confie à Alain Peyrefitte. Et il lui dit, cette affaire est pour le moins curieuse. Et il affirme, ça a l'air d'être une histoire de cow-boy, mais c'est une histoire d'OAS. On ne saura jamais la vérité, car elle est trop terrible, trop explosive. C'est un secret d'État, ils feront tout pour la cacher. C'est un devoir d'État, sinon il n'y aurait plus d'États-Unis. C'est clair. De Gaulle conspirationniste? Non. De Gaulle a le sens de la réalité et des forces qui visent les dirigeants qui se détachent ou qui défient l'oligarchie financière. Patrice Lumumba est assassiné en 1961, le 17 janvier, la même date où Eisenhower fait son discours contre le lobby militaro-industriel. Le même jour. Et on voit Kennedy apprendre la nouvelle de l'assassinat de Lumumba. Et ce que se dit Kennedy à ce moment-là, il est triste parce qu'il apprécie Lumumba, il a de la sympathie pour Lumumba. Mais il se dit, voilà un assassinat qui est commis. Certes, ses services y ont participé, mais sans l'assentiment du président sortant, Eisenhower, et sans mon assentiment, moi, le président rentrant. Donc voilà des services qui dépassent leur président, qui se croit au-dessus de tout principe, de toute loi. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ces généraux qui disaient qu'il faut fournir des F-16 contre Biden, c'est la même chose. C'est une mafia en haut, une grande mafia. Cette oligarchie financière, on peut l'appeler la firme, certains l'appellent la firme, d'autres la synarchie, d'autres donnent notre nom. Mais c'est une oligarchie financière qui occupe les pays et qui tient les différents gouvernements qui doivent se soumettre à ses orientations. Alors De Gaulle avait dit sur Kennedy ensuite, Kennedy est mort comme un soldat face au feu ennemi, accomplissant son devoir au service de son pays. Au nom du peuple français, toujours ami du peuple américain, je salue ce grand exemple et cette grande mémoire. Donc De Gaulle avait bien compris l'enjeu. Les assassins de Lumumba, le 17 janvier 1961, ceux de Kennedy, et ceux qui avaient tenté d'assassiner De Gaulle, qui disaient c'est une histoire d'OAS. Et on sait que des gens impliqués dans l'OAS étaient, le jour du Chacal, étaient impliqués aussi dans l'assassinat de Kennedy. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bureau international d'assassinat, d'élimination, travaillant avec les services de renseignement. Alors vous direz, oui, mais quand même, vous allez très loin là, c'est pas possible. Eh bien si, c'est la réalité. Et aujourd'hui, vous avez la preuve. Parce qu'on a dit que les élections américaines avaient été truquées, que Trump a dit qu'elles ont été truquées. Bon, ce n'est pas entièrement vrai, mais on a dit que Trump, de son temps, lorsqu'il a gagné, c'était grâce aux opérations des Russes, qui avaient créé un effet de levier dans ces élections et avaient permis de gagner. Eh bien, la réalité, c'est tout à fait le contraire. Il y a un juge, deux juges d'ailleurs, maintenant, c'est un juge qui s'appelle John Durham, qui a dit, sur la foi des pseudo-révélations du FBI, on a dit que l'ex-président américain était l'allié objectif du Kremlin et que Poutine avait organisé en douce la déconvenue électorale d'Hillary Clinton. Eh bien, rien n'a été prouvé, rien n'a été prouvé. Robert Mueller, qui n'était pas un ami de Trump, et John Durham le dit, le FBI et le ministère de la Justice doivent reconnaître un manque de rigueur analytique. Ça, c'est des jolies paroles. La réalité, c'est qu'Anthony Blinken et Victoria Nuland, elle qui a opéré dans le Maïdan pour éliminer le président ukrainien pro-russe, Yanukovych, eh bien, eux ont dit aux anciens des services américains d'y aller et de dire que dans cette affaire, il fallait nuire à Trump. Et aujourd'hui, favoriser Biden, qu'il fallait éviter à tout prix
que Biden soit pris dans l'affaire Hunter Biden. Donc ils ont dit aussi, comme Poutine, le tout-puissant Poutine et les Russes avaient favorisé l'élection de Trump, maintenant ils essayaient de couler Biden et Hunter Biden. Or, on a vu, c'est pas vrai. On a vu que c'était Biden lui-même et son fils qui avaient été dans des affaires absolument douteuses en Ukraine. Et c'est prouvé, c'est sur la table, c'est dit. Donc on ne peut pas prétendre ne pas le savoir. Alors cette situation, qui est extrêmement grave, elle est produite par quelque chose qui se déroule aujourd'hui même. Et quelqu'un qui a lancé le sujet publiquement aux États-Unis, c'est Robert Kennedy. Robert Kennedy est le fils de Bob Kennedy, de Robert Kennedy Senior, qui a été assassiné comme John Fitzgerald Kennedy, dans des circonstances aussi extrêmement douteuses. Et Robert Kennedy, qui était ex-militant, écolo, populiste, anti-vax, anti-guerre, anti-establishment, oh là là, l'horrible personnage, aujourd'hui, il évoque le souvenir de son père, il ouvre la boîte de Pandore. Et c'est pour une juste cause. C'est-à-dire, il dénonce cette mafia d'en haut, qui toujours a été pour la guerre. 24 guerres depuis 1945 menées par les États-Unis, toutes perdues, comme nous avons perdu toutes nos colonies. On ne peut pas se battre pour le passé, sauf à créer un chaos et créer la destruction. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais nous ne devons pas nous laisser entraîner par ces forces-là. Alors ce que dit Robert Kennedy est très intéressant. Alors ce n'est pas l'idée de le soutenir ou pas le soutenir, mais c'est l'idée qui met sur la table des questions fondamentales aujourd'hui, qui apparaissent du passé, mais qui ne sont pas du tout du passé. Il dit que son père, Robert, quand il a appris que John Fitzgerald Kennedy avait été assassiné, il a téléphoné à un ami dans les services. Il a demandé « C'est vous qui avez fait le coup ?» Après, il a téléphoné à quelqu'un qu'il connaissait depuis l'affaire de la baie des cochons. Il a dit « C'est vous qui avez fait le coup ?» Et après, il a convoqué le directeur de la CIA, il lui a dit « C'est vous qui avez fait le coup ?» Alors vous voyez, la confiance règne, hein, et on sait très bien que ces réseaux parallèles sont capables d'assassiner un président. Comme en France, les réseaux de l'OS voulaient assassiner De Gaulle. Alors je ne sais pas où ira Robert Kennedy, mais le système, vous devez être convaincu, est absolument injuste. Voilà ce que dit un analyste. On dit oui, c'est la rébellion populiste de Robert Kennedy. Voilà ce qu'elle dit. Chez les républicains, la base veut Trump, les notables un autre candidat. C'est l'inverse chez les démocrates, où l'appareil du parti veut Biden, tandis que la base veut un autre candidat. C'est la chance de Kennedy, d'autant qu'il peut aussi rassembler à l'aile gauche du parti et chez les abstentionnistes habituels sur la base de son message et de son nom. Il est déjà à 20% dans les intentions de vote. Mais Biden a verrouillé le système via le calendrier et l'absence de débat avant le vote des primaires. Autre obstacle, les financements. Il faut 2 milliards de dollars pour une élection présidentielle. Alors j'ai déjà souffert de ces inégalités moi-même en France. Mais aux États-Unis, c'est encore pire. Et cette belle démocratie, cette magnifique démocratie, est vérolée jusqu'à l'os. Voilà la vérité auquel on doit faire face. Et elle est prise elle-même à l'aplomb d'une situation. Aujourd'hui, on parle du plafond de la dette américaine qu'il faut limiter. C'est un faux débat parce que les républicains veulent limiter le plafond parce qu'ils sont libéraux, ils ne veulent pas qu'on investisse trop d'argent, mais ils sont pour maintenir toutes les dépenses militaires en réarme dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis, qui déjà dépensent, disent-ils, 840 milliards par an. En fait, c'est 900 milliards. Et ces dépenses, ils veulent les maintenir en faveur de l'Ukraine, 100 milliards jusqu'à maintenant. Donc on a une guerre par personne interposée, dans laquelle on envoie à la mort des jeunes Ukrainiens et maintenant des mercenaires étrangers. Cyniquement. Alors on dit que Poutine est cynique, mais ceux qui l'ont provoqué et qui, de ce côté, envoient ces jeunes à la mort, pour leur compte, on est prêt à mourir jusqu'au dernier des Ukrainiens. Les Américains, enfin le gouvernement américain, il ne faut pas dire les Américains, parce que ni les Américains ni les Anglais, c'est les gouvernements de ces pays qui sont à la main d'une oligarchie financière qui les contrôle.
Donc ces gens-là envoient les gens à la mort. Ils ont envoyé à la mort plus d'1,5 million Irakiens. Maintenant 250 000, peut-être 300 000 Ukrainiens. Pour eux, comme disait McNamara dans la guerre du Vietnam, c'est le décompte des pertes qui compte. Alors que dans une guerre, ce n'est pas du tout cela. La stratégie des vraies guerres, c'est de prendre des positions pour la paix, et pas le plaisir de détruire pour vaincre. Et ces gens-là sont dans cet état d'esprit. Alors ils sont à l'aplomb d'une crise générale. Ce n'est pas la crise du plafond de la dette en elle-même, qui peut être un élément déclenchant, mais c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que tout le système bancaire financier vacille sur sa base aujourd'hui, aux États-Unis et dans le monde. Il y a un tel doute sur la solvabilité de trésors américains que les Credit Default Swaps, les fameux CDS, des assurances contre le défaut, ont vu leur prix multiplier au cours de ces derniers jours. 2315 au moins des 4800 banques américaines ont des actifs réalisables inférieurs aux passifs exigibles. C'est-à-dire qu'elles sont en situation de faillite virtuelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas les adversaires du système, c'est la Hoover Institution. La Hoover Institution, la même qui crée des conférences sur le démembrement de la Russie et la nécessité de décoloniser la Russie. Ils ont la même arrogance, même comme des tigres blessés qui deviennent mangeurs d'hommes, la même arrogance de ceux qui ont dit à la réunion du G7 à Hiroshima qu'il fallait que la Russie arrête ses menaces nucléaires. Qui a bombardé Hiroshima? Est-ce la Russie? Alors tous les Japonais ont manifesté dans la rue, pas tous, mais certains, en disant arrêtons la guerre maintenant. Et je suis d'accord avec eux. Mais c'est incroyable d'arrogance et d'outrecuidance de dire comme ça, en étant à Hiroshima, ayons peur de ce que feront les Russes. À Hiroshima, où les Américains ont bombardé, la seule fois où des bombes atomiques ont été utilisées dans une guerre est contre des civils. Il faut avoir bien cela à l'esprit. Alors, je continue, mais les plus grosses banques aux États-Unis absorbent les petites. Les gros requins mangent les petits. Comme en Suisse, la Suisse n'est plus qu'une grande banque, l'Union de banques suisse, l'UBS. Aux États-Unis, ces gros sont sollicités pour prendre le contrôle des petits qui vacillent. Mais même les gros animaux sont infectés, comme le dit cyniquement un trader américain. Ils sont pleins de mauvaise graisse, c'est-à-dire qu'ils portent des moins-values latentes. Pour être clair, ils sont en état de faillite virtuelle. C'est cela la vérité. Auparavant, ces banques étaient too big to fail, trop grosses pour tomber en faillite. Mais aujourd'hui, elles sont devenues trop grosses pour pouvoir être sauvées. C'est ça la réalité. À moyen terme, hein. Ça ne va pas se produire comme ça d'un coup, mais à moyen terme, c'est sûr. Conséquence, pour que ces banques ne s'effondrent pas, il faut leur donner de nouvelles ressources. Et ces nouvelles ressources, elles peuvent les trouver à l'intérieur du système occidental, mais il faut que ce soit aussi à l'extérieur, elles doivent aller partout. C'est Saturne dévorant ses enfants. Ou si vous préférez une autre image, c'est le fameux Lebensraum nazi. Il faut aller au-delà dans des territoires pour trouver le contrôle. C'est pour ça qu'il y a cette idée de la Hoover Institution, de la Jamestown Foundation aux États-Unis. J'ai tous les textes, disant il faut démembrer, décoloniser la Russie, la diviser en morceaux pour pouvoir la contrôler. Et après, on ira contre la Chine. La Rand Institution dit peut-être qu'il faut faire la paix en Ukraine pour pouvoir aller après frapper la Chine. Donc vous voyez, ça c'est la géopolitique. Ça c'est un vainqueur qui veut rafler toute la mise. Et c'est cela qu'on doit arrêter, parce que c'était extrêmement, extrêmement dangereux. Alors, par rapport à cela, nous avons ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, vous avez des ténèbres qui commencent à s'étendre. Excusez-moi de l'image, mais c'est cela. À Haïti, c'est un régime de gang où les gens s'entretuent. Au Honduras, un peu mieux, mais à peine. Les Philippines, le Burkina Faso, le Mali, bientôt le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Somaliland, le Mozambique, le Mexique, la Colombie, et aux Pays-Bas, à Anvers, en Belgique, et aux Pays-Bas, à Amsterdam, à Rotterdam, où les gangs sont rois.
Même la princesse des Pays-Bas devait circuler avec une escorte et une voiture blindée parce que les mafieux menaçaient de l'enlever. Donc on est dans un monde de fous quelque part. En Italie, il y a maintenant 4 mafias qui se battent. 4. La nouvelle, c'est la Poggia, qui apparaît sur le marché des plus violentes parce que les nouvelles doivent être plus violentes. Donc on est en pleine désagrégation du monde. Voilà les mafias criminelles d'en bas qui commencent à opérer sous la protection des mafias criminelles d'en haut, mais qui occupent de plus en plus de terrain. Et dans ce contexte, vous avez une chute de la démographie dans le monde, une chute des naissances. Dans le monde entier, sauf en Afrique, on est à moins de 2,1 enfants par femme. Et en Corée du Sud, on est à 0, quelque part 80. L'espérance de vie recule. Et un monde sans enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un monde qui n'a pas de futur. Et on en est là. La situation en est là. Alors, reflet sur les murs de nous, de la France, sur les murs de notre caverne française, si on pouvait dire. Et je le dis sans vouloir être insultant. Mais les EHPAD, on l'a vu, des sociétés cotées en bourse qui traitent le troisième âge. Mais c'est livré à la finance, les vieux. Les crèches, pareil. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales nous dit « Les leçons tirées en 2022 des rapports entre la puissance publique et les gestionnaires privés d'EHPAD peuvent à ce titre être logiquement appliquées au secteur des crèches. » Ça veut dire qu'on nourrit moins les enfants pour du profit. Si les enfants ne protestent pas trop, même chose pour les vieux. Et on veut accueillir toujours plus d'enfants avec moins de moyens pour faire des profits. À l'hôpital, pareil. À l'école, pareil. Donc on a tout ce système qui se désagrège. Et dans ce contexte, vous allez voir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut maintenant faire la saturation médiatique, être encore une fois partout. Il n'a pas de politique accordée aux circonstances, donc il essaye de faire de la com. Voilà. Et on en est au point où la légalité, ce qui est légal, est joué contre la légitimité. Pierre Rosanvallon, qui pourtant était au départ favorable à Emmanuel Macron, maintenant nous le dit très bien. C'est les fossoyeurs de la République. Et Macron, dans son arrogance, je dois dire, si je lui trouve une raison, c'est qu'il a peur. Il a peur comme il a eu peur au puits, quand il était agressé par les Gilets jaunes. Son arrogance cache une faiblesse. Et probablement, c'est ce qu'il aimerait le moins qu'on lui dise. Donc ce n'est plus la constitution de la Ve République que nous avons, c'est autre chose. On a dégainé le 49.3 contre la volonté du pays. On a, dans la constitution de la Ve République, un président qui fixe le cap, le Premier ministre et son gouvernement exécutent. Et s'il y a un désaccord avec le peuple, on part, on fait de nouvelles élections. Nouvelles élections après mai 68 de Gaulle, en juin, et départ de Gaulle après le référendum d'avril 69. Aujourd'hui, ils veulent rester, tous veulent rester, comme des moules ou des berniques accrochés à leur rocher. Mais avec les dégâts pour nous, bien entendu. Et on est à un dérèglement des institutions. On est revenu aux préceptes d'Ancien Régime. Ce qui plaît au prince à force de loi, et il applique la loi qui a été faite de lui. Mais contre la volonté du peuple. Et c'est intéressant de voir des résistances au sein même de Renaissance, du parti de Macron. Le 8 juin, le LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, avec Charles-Amédée de Courson, qui est un homme sage. Maintenant, on l'accuse, il a été pris dans la débauche politique et tout ça. Non, il veut appliquer les textes. Et il dit, il faut discuter de cette question, voir, on peut abroger une loi qui est contre la volonté du peuple. Et il propose cette loi pour abroger la loi sur la soi-disant réforme des retraites, la contre-réforme des retraites, et de revenir sur les 64 ans, de rester à 62 ans. Mais que dit le gouvernement? Article 40 de la Constitution, ne sont pas recevables les propositions qui entraîneraient la création ou l'aggravation d'une charge publique. Alors contre
principe, il y a le fait qu'il faut laisser se dérouler les débats à l'Assemblée nationale. Et alors, avec courage, je dois dire, Yael Braun-Pivet a dit « Je n'accepte pas de bloquer le débat ». Mais les autres chercheront à le bloquer en faisant de l'obstruction sous forme d'amendement. Comme ils avaient attaqué LFI, la France Insoumise, c'est horrible, il faudrait prendre un amendement, eux recourent à la même chose. Voilà où on en est arrivé. Et de ce point de vue, ce n'est plus la Constitution de la Ve République. On lui a fait des accros et des accros. Elle est sarkozisée, elle est macronisée, hollandisée. C'est quelque chose d'autre. Et je dirais que nous sommes de moins en moins, je disais en 2003, que nous sommes de moins en moins en République. Aujourd'hui, nous en sommes sortis par la voie de garage. Ce n'est plus vraiment la République où nous sommes. Lorsque la légalité n'est plus en accord avec la légitimité, ce n'est plus la République. Et on a un président de la République qui viole l'esprit de la Constitution. Donc voilà où nous en sommes. Et je crois qu'il faut être très clair sur cette question et penser qu'il faut absolument en venir à quelque chose qui est tout l'esprit de ce que j'ai essayé de faire en 1995, en 2012 et en 2017, et aussi entre 1995 et 2012 où je n'ai pas pu me présenter. Alors ce n'est pas le fait de me présenter, ce n'est pas moi, c'est ces idées. Et que ces idées gênées, j'en veux pour preuve l'affaire sur la chaîne parlementaire avec Frédéric Aziza. Chose que je ne savais pas. Je ne blâmais moins Frédéric Aziza qui a ses problèmes, qui a ses difficultés. Mais cependant, Frédéric Aziza, c'est la page 2 du Canard enchaîné. C'est la page où on fait parvenir des ragots et du chantage pour servir les écuries politiques officielles et officieuses, les gens de pouvoir. Donc quoi j'ai été l'objet dans cette émission que les gens devraient regarder pour être édifiés? C'est de Frédéric Aziza, mais c'est aussi de la représentante de l'agence France Presse, de la représentante de France Info et de la représentante, l'éditorialiste très honorable du Monde, Françoise Fressoz. C'est des gens qui devraient être objectives, des personnes qui devraient être objectives, sont comportées comme les trois sorcières de Macbeth. C'est-à-dire en espérant créer le trouble et faire croire que je suis, par exemple, antisémite. C'est une bêtise extrême si on avait la possibilité de discuter ne serait-ce que 5 minutes. Alors, voilà ce qu'a dit quelqu'un d'autre en 1995, qui est Arnaud Vivian, dans Libération, sur cela. C'est très intéressant, ce qu'il a écrit à l'époque, 19 avril 1995. Un slogan qui nous promet à l'aise, celui de Cheminade, une France pour rebâtir le monde, une France en forme de levier d'Archimède, et que je soulève tout ça, la planète bleue comme une orange, pressée par le casser financier, rien qu'avec les 5 de l'Hexagone, balèze, balèze. Car il ne dit rien, Cheminade. Il attend les questions vachardes en général pour les repousser mollement, ou alors de façon désuète, vaguement salonnarde, comme avant-hier sur TF1, lorsque Carrérou lui a demandé s'il n'était pas antisémite, et qu'il a répondu « Si nous n'étions pas dans cette enceinte, je me lèverais et je vous giflerais ». Je n'ai pas dit cela, j'ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas être accusé de cela, et pourquoi c'est une façon d'exclure. Et une façon d'exclure dans l'esprit de ceux qui sont vraiment antisémites. J'étais dans la position de celui qui est accusé sans preuve, sans rien. Et j'ai expliqué à l'époque que quelqu'un qui dit « reçoit tout homme avec un beau visage » et qui est, disons, dans l'esprit de ce que nous dit la Torah, c'est-à-dire tous les 7 ans, on revoit les dettes, et il ne faut pas poursuivre le débiteur pendant la 6e année, et tous les 50 ans, on revoit les possessions que l'on a, parce que c'est considéré comme quelque chose qui est donné par le principe de la société et par Dieu, et pas comme une propriété personnelle. Donc quelqu'un qui dit ça ne peut pas être un seul instant antisémite. Mais non, on ne pense pas cela. On crée des impressions, on crée des images pour tuer politiquement, comme on a tué Kennedy et comme on a essayé de tuer De Gaulle. De Gaulle, d'ailleurs, à son temps, tout le Canard enchaîné l'attaquait et le proclamait que c'était un fasciste. Voilà. Parfois, dans l'histoire, il faut être clair.
lorsque les circonstances sont graves. Alors, poursuit Arnaud Vivian à l'époque, le très doux et très aimable Arnaud Vivian, il s'était déjà fait rabrouer le midi sur France 2, interviewé par un Benoît Duquesne, remonté, qui n'avait certes pas l'intention de se laisser embrouiller par cette espèce de serviette-éponge dialectique sortie de l'ENA, car tous les journalistes détestent Jacques Cheminade. Donc l'aveu. Et il ne se demande pas un instant pourquoi ces questions sont posées, pas les questions sur la campagne, pas les questions sur la réalité. On ne va pas poser ces questions aux autres. Et le Conseil constitutionnel qui rejette mon compte de campagne, comme une autre association de mafieux, et si vous lisez la façon dont il a procédé, les diverses interventions, disons, vous voyez que, d'une part, Roland Dumas a joué un certain rôle, un peu comme un Ponce Pilate, mais que ce sont les rapporteurs socialistes, soi-disant socialistes, qui ont réussi d'ailleurs après en société, qui, eux, ont les premiers signalé que j'étais une anomalie et qu'il fallait l'éliminer. Pourquoi ? Parce que je disais qu'on s'acheminait dans 10 à 12 ans dans une très grave crise financière. Et ce n'était pas la règle de la tribu. Il ne fallait pas dire ça. Ce n'était pas, comme disait Mallarmé d'Edgar Poe, les mots de la tribu. Je disais la vérité. Et cette vérité-là, évidemment, on doit la défendre aujourd'hui, pas pour moi, mais pour les idées que j'essaye ce soir de vous communiquer et qui sont dans les programmes que vous connaissez, les projets que vous connaissez. Alors, je pense, et je répète ce que j'ai dit au début, la France doit être catalyseur dans le monde. Le monde a besoin de la France. Les Français ont besoin de la France, le monde aussi. Et pourquoi nous pouvons être ce catalyseur, cette petite chose, cette chose qui fait réussir la réaction et qui permet d'avancer? Pourquoi? Parce que nous avons un passé de souveraineté. C'est le traité de Westphalie inspiré par Mazarin. C'est le Conseil national de la résistance. C'est la sécurité sociale d'Ambroise Croizat. C'est la conception d'Ambroise Croizat de salaire de toute une vie, qui n'était pas vraiment un salaire, mais qui était un principe qui rémunère le travail humain, qu'on soit en train de l'exécuter ou qu'on soit retraité. C'est un principe que le travail est un droit, ce n'est pas un contrat entre un patron et un employé. Et c'est Rabelais. C'est Rabelais, se moquant de Panurge, comme je l'ai montré au départ. C'est frère Jean des Entomeurs qui parle pour Rabelais, qui est celui qui organise l'équipage. Et Pantagruel le guide, il prend le gouvernail. Nous avons cela dans notre passé. Nous avons deux secteurs, l'aéronautique et le nucléaire, qui sont forts, des chercheurs de très grande qualité, dans le numérique, dans la cybernétique. Nous avons dans le militaire le seul pays en Europe, certes, qui a l'arme nucléaire, mais surtout qui n'a pas de base militaire américaine. Nous sommes le pays qui a la francophonie, avec une majorité qui est en Afrique occidentale, mais aussi dans toute l'Afrique, et aussi au Canada, certains qui parlent français. Nous avons, dans le domaine maritime, le plus grand domaine maritime du monde, à égalité avec les États-Unis, 11,5 millions de kilomètres carrés. Un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tout ça, vous devez le croire, et tout ça devrait constituer un bloc populaire. Or, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, dans la France, ce qui se passe, c'est que les partis, le régime des partis, admet d'être divisé dans l'espoir de régner. Et c'est l'oligarchie qui divise pour régner, comme toujours. Marine Le Pen, Mélenchon, Ciotti, Olivier Faure, Zemmour, tous sont dans un jeu, alors que le risque est là. Un jeu partisan, un jeu qui fait passer leur parti avant l'intérêt de la France, et l'intérêt, je dirais, de la France avant l'intérêt de l'humanité. Il faut passer l'intérêt de la France comme un intérêt de souveraineté. Mais la souveraineté, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas se cacher derrière une ligne Maginot. Ligne Maginot, qui était d'ailleurs très bien faite, mais que les nazis ont contournée. Donc c'est ça le danger d'une ligne Maginot. Donc il faut une France qui soit exemplaire, qui soit pas défensive, mais offensive dans le monde pour la bonne cause. La cause de la paix par le développement mutuel. Et avec ce siège permanent au Conseil de sécurité, nous devons défendre les pays du Sud global, du Sud planétaire. Ils disent le Global South, c'est le Sud planétaire qu'il faut dire en français. Ces pays qui forment la majorité du monde, avec les BRICS, avec l'Organisation de la coopération de Shanghai, mais surtout les pays du Sud global qui ne sont pas directement associés à la Russie ou à la Chine,
mais qui sont eux-mêmes dans le rejet absolu du colonialisme et des impérialismes. Et vous savez, la grande accusation qu'on a toujours lancée contre Kennedy, contre De Gaulle, c'est d'avoir été communiste. Oh, certains ont dit aussi que De Gaulle était fasciste. Pour moi, on les a toutes balancées. J'étais successivement agent du KGB, de la CIA, ami de Saddam Hussein, tout y est passé, y compris agent du Mossad, chez certains musulmans stupides. Donc voilà, tout y est passé. Et cela, pour moi, est un honneur. Et je voulais vous le dire ce soir. C'est un honneur, pas pour moi, mais pour les idées que je défends. Et les idées que j'ai défendues avec cet homme politique américain qui s'appelle Lyndon LaRouche. Et je crois que pour que personne, je suis en accord avec Coralie Delhomme, qui disait qu'il ne faut pas confondre l'identité. L'identité, c'est le retour au passé. C'est la défense d'un ordre passé. Par exemple, le patriarcat. Et que le souverainisme, c'est la volonté politique pour un ordre futur meilleur. Et que la France doit être, grâce à vous, embarquée dans ce vaisseau-là, comme Pantagruel l'était, et comme l'équipé des Rabelaisiens l'était, à la recherche de la dive bouteille. La dive bouteille aujourd'hui, c'est un nouvel ordre économique et monétaire international, juste pour tous, pour chaque nation du monde, qui assure la sécurité militaire, la sécurité publique et le développement économique mutuel, et qui assure à chaque être humain la justice et la capacité d'être un homme, une femme, pour tous, quels qu'ils soient, quelque chose qui participe à ce dessein pour une meilleure humanité. Et c'est cela pour lequel je me bats, pour que la France puisse être en ce sens catalyseur, avec une majorité globale du monde, une majorité planétaire. Et ça ne peut être fait que avec une Chine avec laquelle nous devons collaborer pour cela. Quels que soient les régimes, ce qui est nécessaire, c'est ceux qui investissent dans le futur. Et c'est la coïncidence des opposés. Et dans ce sens, une forme de démocratie apparaîtra dans le monde supérieure à cette fausse démocratie au nom de laquelle on défend l'oligarchie financière. C'est la responsabilité de protéger quoi? Les intérêts de l'oligarchie financière et la fausse démocratie. On l'a bien vu dans tout ce qu'ont fait les gouvernements américains. Et ce n'est pas contre les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas contre même le Royaume-Uni, c'est contre ceux qui en ont pris le contrôle, c'est contre les oligarchies financières destructrices, prédatrices, qui considèrent l'être humain comme un pion qu'on utilise et qu'éventuellement on élimine. C'est contre cela que nous nous battons. Et la France peut être catalyseur à condition d'avoir une volonté politique et pas seulement une imagination créatrice. C'est pour cela que nous vous demandons de suivre ce que nous tentons d'apporter. De partout où vous êtes, nous vous demandons de ne pas abandonner le combat que vous poursuivez ou que vous soyez, au contraire. Nous vous demandons là-bas de défendre ces conceptions-là. Et vous aurez des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est nager contre un ordre dominant qui, lui, est destructeur. Mais vous allez sauver de cette façon votre part d'humanité, et vous devez la sauver, j'espère. Vous allez la sauver, j'espère, avec nous. C'est ce que je veux dire ce soir.